se sont retrouvés sur les murs ou sur les meubles de leur maison de New York. Grant n'est jamais parvenu à mettre un sou de côté. Or, il confie à son ami William Sherman que son ambition est désormais de gagner de l'argent. Il s'associe avec son fils, Ulysse Jr., dit Buck, alors âgé de 29 ans. La bourse de New York connaît une envolée des cours et Buck a créé une société de courtage avec un jeune et fringant investisseur du nom de Ferdinand Ward. La société s'appelle Grant & Ward. Ferdinand Ward, mon arrière-grand-père, était un homme qui inspirait confiance. Il avait beaucoup de charme. Discret, mince, il savait parfaitement s'y prendre pour plaire à des personnes d'un certain âge. Ferdinand a fait de brillants débuts dans le monde de la finance qui lui ont valu le surnom de jeune Napoléon de Wall Street. La société a vraiment gagné beaucoup d'argent au début et les partenaires ont fait de très bonnes affaires. J'ai toujours entendu dire dans ma famille qu'Ulysse Grant venait tous les matins au bureau où mon arrière-grand-père l'attendait pour lui tendre son premier cigare de la journée. Il y avait un grand pot plein de cigares sur une table. Il lui demandait de lui raconter pour la énième fois le déroulement du siège de Vicksburg, puis lui apportait un plateau d'argent sur lequel étaient entassées des lettres dont ne dépassait que l'emplacement réservé à la signature. Grant les signait toutes, et elles partaient au courrier sans qu'il ait la moindre idée de ce qu'elles contenaient. Manifestement, ça n'intéressait pas beaucoup. Tout ce qu'il voyait, c'est que l'argent rentrait. Le fils de tanneur était devenu millionnaire. Il était aux anges. Plusieurs vieux compagnons d'armes du général investissent à leur tour, ainsi que sa sœur, dont le mari est décédé, et ses jeunes nièces. Ward semble pouvoir multiplier les mises à l'infini, comme par magie ou presque. En 1884, Grant semble enfin être parvenu à la sécurité financière à laquelle Julia et lui aspirent depuis toujours. Il déclare fièrement à qui veut l'entendre qu'il vaut désormais 2,5 millions de dollars. Ces 2 ou 3 années font certainement partie des plus heureuses de la vie d'Ulysse Grant. Il est admiré, il mène une vie aisée, et il est persuadé que ses affaires marchent bien. Pour lui, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ferdinand Ward est, dit-il, le plus grand financier d'Amérique depuis Alexander Hamilton. En réalité, c'est un maître de l'abus de confiance. Les bénéfices de Grant et Ward sont le fruit d'un montage aussi ingénieux que frauduleux. Ferdinand Ward annonçait Ponzi, ce champion de l'escroquerie pyramidale. Il proposait aux gens de doubler leur investissement en un clin d'œil, ou du moins très rapidement. Et les gens marchaient. Ward n'a jamais investi un sou. L'argent de la société lui permettait de mener grand train. Propriété dans le Connecticut, nombreux chevaux, hôtel particulier à New York. Il voyageait, était extrêmement élégant. L'argent frais qui rentrait lui servait à payer des dividendes à ses clients plus anciens qui étaient persuadés d'avoir trouvé le filon. L'inévitable se produit le 4 mai 1884, un dimanche. Ferdinand Ward a passé la matinée dans son bureau de Wall Street. Il comprend qu'il n'a pas les fonds nécessaires pour couvrir les emprunts qu'il a contractés en fin de semaine. Il va voir Grant et lui explique que la société a des problèmes momentanés de trésorerie. Il lui demande de solliciter l'aide financière de son ami William Henry Vanderbilt. Grant se rend donc chez ce dernier, qui habite un véritable palais couvrant tout un pâté de maisons sur la 5e avenue. Vanderbilt accepte de lui accorder ce prêt par amitié pour lui, plus que par désir d'aider la société Grant & Ward, dont il se moque éperdument, dit-il. Il fait donc au nom de Grant un chèque d'un montant de 150 000 $. Grant remet le chèque à Ward, persuadé qu'il va tout arranger. Quelques jours plus tard, en arrivant devant le siège de la société sur Wall Street, Grant a la surprise de constater qu'un attroupement impressionnant en bloque l'entrée. La presse s'est faite l'écho de rumeurs selon lesquelles la société Grant & Ward aurait des problèmes. Furieux, les clients de la firme exigent qu'on leur rende leur argent.
Il est entré. Son fils Buck était là. Il lui a dit qu'ils étaient complètement ruinés, que Ward avait disparu, qu'il n'y avait pas un sou dans le coffre et pas la moindre ligne de crédit dans les banques où il pensait détenir des comptes. Grant, impassible, est monté dans son bureau au premier étage et s'y est enfermé. Et là, apparemment, il a vraiment failli craquer. Il se retrouvait une fois de plus au point de départ, comme à l'époque de sa ferme. La misérable. Il était de nouveau sans un sou en poche. Ulysse Grant est prostré dans son fauteuil, la tête baissée, les yeux cloués au sol. Tout l'argent a disparu. Les économies de tous les membres de la famille Grant, sans exception. Les fonds placés par de nombreux anciens compagnons d'armes qui confiaient au général le montant de leur retraite et de leur épargne. Tout s'est volatilisé jusqu'au dernier cent. Les 150 000 $ prêtés par Vanderbilt se sont eux aussi envolés en fumée. Ward est arrêté, inculpé d'escroquerie et condamné à 10 ans d'emprisonnement au pénitencier de Sing Sing. Grant est ruiné et déshonoré. Il a été humilié publiquement et il en a beaucoup souffert. Les journaux en ont fait leur chou gras. La plupart des gens étaient persuadés que Grant était au courant de l'escroquerie depuis le départ. Grant devait forcément savoir ce qui se passait chez Grant et Ward. Son honneur a vraiment été souillé dans cette affaire. Vanderbilt est prêt à faire un trait sur sa dette de 150 000 $, mais Grant refuse. Pour lui, c'est une question d'honneur. Il transfère au nom du milliardaire les titres de propriété de sa maison de New York et ses écuries qu'il aime tant. Pour faire bonne mesure, Buck et Fred Grant font parvenir à leurs créanciers tous les objets de valeur appartenant à leur père. Ses médailles militaires, ses uniformes, ses épées, les galons qu'il portait à Vicksburg et les cadeaux reçus lors de son voyage autour du monde, dont plusieurs boîtes à cigares en or et une défense d'éléphant offerte par le roi du Siam. Vanderbilt fait don de tout ce qui a une valeur historique à la fondation Smithsonian et rend le reste à Ulysse Grant. Il considère que la dette est remboursée. Les Grant sont totalement ruinés. Lorsqu'Ulysse et Julia font leur compte et vident leur portefeuille, ils constatent qu'il leur reste très exactement 180 $ pour vivre.